Alors, je vais prendre le cas simple, pour commencer, du psychanalyste qui écoute son patient. Freud a développé un concept que François Julien a passé au crible, a mis en valeur, qui est ce qui, en français, on appelle ça souvent l'écoute flottante. En fait, il faudrait dire l'écoute en égal suspens. Gleichschwebende Aufmerksamkeit. Écouter avec la même intensité l'un et l'autre. C'est-à-dire que le psychanalyste tourne autour de son patient en cercle et il écoute aussi bien ce qui lui paraît futile que ce qui l'intéresse lui, psychanalyste. C'est pour ça d'ailleurs que Freud donne ce conseil. Écoutez tout avec la même intensité, pas seulement ce qui vous intéresse. Donc on tourne autour du patient et on écoute tout avec la même égalité. Eh bien, cette notion d'écoute flottante, d'écoute en égal suspens, elle va s'appliquer d'une manière tout à fait naturelle, tout à fait directe. Encore mieux, si je puis dire, au cas où vous avez deux personnes à écouter. Comment écouter deux personnes d'une manière équitable? Eh bien, cette fois-ci, vous n'avez plus un centre, le patient, vous en avez deux. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est qu'un cercle? C'est un rayon constant autour d'un point. Là, vous devez avoir une sorte de constance autour de deux points, c'est-à-dire que le centre se décale. Si vous décalez le centre d'un cercle, ça devient une ellipse qui a deux foyers. Et donc, le problème, c'est d'avoir une égalité entre ces deux foyers. Or, rappelez-vous, vous avez appris ça en seconde, je crois, le point de l'ellipse est un point dont la somme des distances aux deux foyers est constante. Si vous prenez cette distance comme un indicateur de l'intensité de votre écoute, ou de l'inverse de l'intensité, peu importe, vous voyez bien qu'en écoutant elliptiquement deux personnes, vous allez par moment écouter plus l'un que l'autre, mais au total, dans l'ensemble du processus, vous aurez écouté autant l'un que l'autre. Donc, il faut écouter en ellipse. Et je vous assure que ça, c'est très concret, quand vous avez 2 heures de médiation, ceux qui sortent, les médiés sortent en se disant « il est équitable, il m'a écouté autant que l'autre ». Ça, c'est essentiel. À un moment, il a peut-être eu l'impression qu'on en écoutait plus l'un que l'autre, mais il faut vraiment que l'équité soit conservée dans la totalité du processus. Alors en quoi, de mon point de vue, la médiation à la promotion de laquelle je souhaite m'attacher est-elle souhaitable et actuelle? Telle que nous la connaissons aujourd'hui, cette médiation est issue de pratiques sociales de la deuxième moitié du siècle dernier, essentiellement la médiation sociale dans les quartiers, mais chacun le pressent, elle trouve des racines bien plus profondes en d'autres temps, en d'autres lieux. C'est le Pacheri corse, le faiseur de paix, c'est la palabre africaine, c'est à toutes ces traditions-là que la médiation va puiser et ses racines sont profondes. C'est donc un processus qui nous engage à comprendre les causes profondes du conflit qui nous oppose à autrui, à prendre la mesure des besoins de chacun et qui investit chacun de la faculté d'en maîtriser l'issue, plutôt que de s'en remettre au jugement d'une autorité extérieure avec l'aléa consubstantiel à ce jugement extérieur. Pour faire apparaître en quoi la médiation recèle un potentiel de décoïncidence, je voudrais faire ici le rapprochement entre la proposition de François Julien dans la politique de la décoïncidence, selon laquelle la coïncidence est une situation, je cite, de saturation du positif, où plus aucun négatif par conséquent ne travaillerait, qui d'avance est stérile et s'enlise dans sa positivité. Ça, c'est la coïncidence selon François Julien. Et d'autre part, je rapproche cette caractéristique du positif assimilée à la coïncidence à ce qu'il est convenu pour des juristes d'appeler précisément le droit positif, qui se constitue des règles applicables dans un certain espace, à une époque donnée. Et donc, avec tout ce que ça a de fixe, de figé, de stérile, précisément.
Et le référentiel normatif sur lequel les juridictions fondent aujourd'hui leurs différences, de fait, leurs décisions, se trouve composé d'une intrication parfois inintelligible, même pour des praticiens, de règles de droit, intrication qui restreint l'horizon des possibles. Pareillement, la façon dont fonctionne la jurisprudence, ça n'est jamais qu'un mécanisme d'analogie qui induit une forme de conservatisme et bride toute créativité. Là encore, dans la politique des coïncidences, François Julien nous dit, le même se branchant sur du même, le semblable s'emboîtant dans du semblable, se sécrète une autoconfortation idéologique qui fait chape, sans laisser soupçonner ni l'annihilation qu'elle impose, ni sa facticité. Précisément, c'est l'office de la jurisprudence que de reproduire du même à situation égale, décision égale, tandis que la médiation, précisément par décoïncidence, ouvre l'éventail des solutions que les justiciables peuvent concevoir par eux-mêmes et sans l'autorité d'un tiers. En somme, engager un processus de médiation, s'engager dans une médiation, c'est accepter d'introduire un écart avec la certitude selon laquelle on est juridiquement fondé, habile à faire entendre raison à l'autre, c'est incroyable cette expression, faire entendre raison à l'autre, et c'est donc décoïncider d'une position juridique pour chercher à adhérer à une position juste. Le juste devant ici être préféré au juridique. La médiation, c'est donc un fait d'humanité qui s'attache à la relation, qui repose sur la liberté et la responsabilité individuelle de chacun, et surtout qui a ce privilège de concilier le singulier et le commun. C'est d'abord parce que la médiation n'est pas seulement un mode amiable de résolution des conflits, mais aussi un moyen puissant de les prévenir dès qu'on est titillé, je dirais, par des signaux faibles de conflit, que la médiation génère de nouveaux possibles. Mais c'est aussi parce que c'est un champ où l'invention n'est pas seulement envisageable, mais souhaitable. Devant un tribunal, qui est le lieu d'application de la norme par excellence, tout ou presque se résout en monnaie sonnante et trébuchante. Un emploi perdu, tant de milliers d'euros. Un enfant décédé, tant de milliers d'euros. Un manquement à une obligation contractuelle, un membre amputé à l'occasion d'un accident, tant de milliers d'euros. Tout se passe comme si l'argent était l'instrument de la coïncidence suprême par lequel toute réparation financière deviendrait adéquate. La décoïncidence revêt ici une autre acception encore. Décoïncider, c'est vouloir que toute circonstance ne soit pas rapportée à une seule et même mesure, la mesure financière, et c'est s'employer à imaginer des compensations qui fassent sens. Ma conviction, c'est que le temps n'est plus où Giraudoux pouvait écrire « Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu ». Le droit est la plus puissante école de l'imagination. Jamais poète n'a interprété la nature aussi librement qu'un juriste la réalité. Magnifique citation, mais qui, de mon point de vue, est devenue obsolète. Et aujourd'hui, c'est dans l'espace de médiation, qui n'est pas nécessairement le lieu du droit, que le juste se conçoit sous l'empire d'une inventivité féconde.